Aujourd'hui, on fait un mock draft. Ben oui, ça vient vite, hein? Avril, mai, juin, donc 27 juin cette année. Fait qu'on fait un mock draft avec qui? Ben, on fait ça avec Noah. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut Noah, comment ça va? Salut vous deux, ça va bien? Yes, ça va bien. Écoute, on a eu une commande. J'essaierai, selon Cassandra Fortin, de cibler Jake O'Brien dans la OHL, un gars de 6 pieds 2. Bon, il est droitier. On sait, hein, Julien, puis moi, on en parle souvent. Qu'est-ce qu'on en pense pour le prochain draft? Ben, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, hein, parce qu'on a deux choix à date. On a le choix 17 et on a un choix qui est dans la loterie. Fait que là, ce qu'on va faire avec vous autres, puis évidemment avec toi, Noah, c'est un mock draft. Donc, qu'est-ce qu'on pense que les équipes vont choisir comme joueurs? Alors, on y va. Je vais partager mon écran. On est tous là. Première étape, hein, c'est de se faire un sim au niveau de la loterie. Puis ça va changer quand même des choses, sauf notre deuxième choix. Notre deuxième choix qui est 17e. Fait qu'on va faire de 1 à 17 au niveau des choix. Alors, let's go. Eh bien, croyez-le ou non, Pittsburgh va repêcher deuxième cette année. Nashville premier. Et ça fait mal à beaucoup d'équipes, dont Chicago qui vont repêcher 4, San Jose 3. Seattle ne bouge pas trop, Buffalo ne bouge pas trop non plus. Et le Canadien reste à la même place, évidemment, 12e. On commence avec Nashville. Nashville. Ouais, Nashville, là, ça n'a pas de bon sens. Je vais juste arrêter de partager mon écran. La débandade. Ben oui, c'est ça. Ça n'a aucun bon sens d'avoir autant de bons joueurs et de ne pas être capable de compter de buts. Fait que là, Nashville, est-ce qu'ils vont choisir, d'après toi, Noah, le premier overall en ce moment, qui est Matthew Schaefer, donc un défenseur offensif, ou ils vont y aller avec un gars pour la mettre dedans? Ben, je dirais que, ils vont aller avec Matthew Schaefer. Je pense que c'est le choix incontesté de un. De deux, son frère joue pour l'organisation, Reed Schaefer, qui est un attaquant pour justement les Emeralds, je pense, à Statistique. Pour le club école. Ouais. Et de toute façon, quand on regarde la défensive au niveau des espoirs, tu as Tanner Molendyk, qui est un bon défenseur, numéro 4, mais ça, c'est tout maximum. Tu as Andrew Gibson, qu'on a vu au dernier championnat mondial junior aussi, qui est qu'un 6e. Et tu as Jeremy Hensel, je pense que c'est ça son prénom, puis Luke Prokop, qui sont deux défenseurs qui risquent d'être des 7e au gros maximum. Donc, il n'y a pas tant de défensive que ça. Puis au niveau de l'attaque, ben, tu sais, tu as Joachim Kemmel, tu as Matthew Wood qui n'est pas encore arrivé, qui est encore dans les programmes américains, dans la NCAA. Tu as Teddy Stiga, tu as Miguel Marquez et Yegor Surin. Donc, tu as quand même de l'attaque un peu qui s'en vient. C'est sûr que c'est pas de l'attaque maintenant, mais c'est des joueurs qu'à long terme, on pourra se fier pour générer de l'attaque. Il ne faut pas oublier qu'ils sont supposés en avoir de l'attaque pour aujourd'hui. Supposé, tu l'as dit. Marchessault, Stamkos, ça va être là 2 ans, puis peut-être qu'éventuellement ils vont s'en aller, là, mais reste qu'ils sont supposés de scorer, ils sont supposés de ne pas avoir besoin de l'attaque. Mais c'est sûr que de passer un talent brut comme Michael Misa, un gars qui a été repêché, qui a commencé sa carrière à 15 ans dans la ligue de l'OHL, qui est donc un statut exceptionnel, assez rare. Le dernier, c'était... voyons. C'était qui le dernier? C'était
à Seattle, là, voyons. Shane Shane Wright. Wright. Oui, exact. Right, ok, oui. Donc, je l'avais sur le bout de la langue. Je pensais à Tavares. Bon. Fait que, tu sais, Tavares, Shane Wright, tout ça. Michael Misa, est-ce que vous pensez, en tout cas, parce que là, on est rendu au deuxième. Le deuxième étant Pittsburgh. J'ai l'impression qu'ils iraient avec un Michael Misa, eux autres. Ben, je pense qu'à 100%, parce que là, vite de même, juste Noah, Nashville, si tu y penses, Roman Ozzy, c'est la suite logique. Schaefer, c'est la suite logique de remplacer Ozzy qui a 34 ans. Puis Misa, c'est de la. En tout cas, c'est peut-être pas le même talent générationnel, mais c'est la suite logique de remplacer Crosby. T'sais. Oui. Ben oui, c'est sûr. Puis tu regardes leur ligne de centre. McGrotty risque de prendre le deuxième. T'as Tanner Houck qui risque de prendre le troisième, ou lui ou Melvin Fernstrom. Fait que là, à partir de là, tu te dis, bon, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te chercher un premier centre? Je pense que c'est ce que tu dois faire en aller chercher Michael Misa. Puis en plus, je pense pas qu'ils vont le retourner. Là. Sincèrement, s'ils le retournent, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à faire là. Puis il va profiter de l'expérience d'un Evgeny Malkin qui a déjà dit que lui, il partait pas. Ouais. Donc, il pourra Malkin, il a 38 ans, je pense, à ce stade-ci. Ouais. Puis, il en a vécu des choses, donc il pourrait vraiment expliquer à Misa qui est un peu un profil similaire, un joueur uniquement offensif. De lui montrer, regarde, le jeune, il faut que tu apprennes à jouer dans les deux sens aussi. Là. Puis de lui montrer comment générer de l'attaque dans la Ligue nationale, ce qui est une autre dimension que de jouer dans le junior et produire énormément de points. Non, puis tu sais, si tu veux avoir exactement la continuité, comme tu dis, Julien, d'un Crosby qui ne demande pas trop cher, qui fait en sorte que le cap de Pittsburgh est quand même bien réparti, à part évidemment Carlson avec son 11,4 millions. Là. Mais sinon, le deuxième plus haut, c'est Crosby avec son 8,7. Là. Après ça, ça tombe, si je regarde, là, ça tombe à Kevin Hayes. Ça, c'est un peu weird un peu, là, mais avec son 7.1. Mais sinon, c'est Malkin à son 6.1. Les autres, c'est toutes 2, 3, 4, 5. Fait que premièrement, c'est un peu ça qu'on veut émuler avec le Canadien. Hein. Je pense qu'on veut avoir ce type de structure-là. Puis je pense que Misa, c'est le genre de joueur qui accepterait de jouer. Puis c'est un joueur d'équipe. C'est un gars d'équipe, tu sais. Je connais pas encore beaucoup au niveau de l'attitude de Roger McQueen, d'un Porter Martin, un petit peu plus, mais puis de James Hagan surtout. Mais tu sais, par la suite, là, si on regarde le prochain choix qui est San José, eux, il leur reste pas grand morceau là, avant de dire qu'ils peuvent commencer à agrandir cette équipe-là puis à se rendre loin. Hagan, Martin, McQueen. Ben, le problème, c'est que pour les Sharks, le gros problème, c'est le défenseur droitier. Probablement Landon Dupont, qui est probablement le plus visé. Cependant, tu sais, t'as rien à droite. À gauche, t'as Dickinson, t'as Cannoni, t'as Salim Wallinis, mais à droite, t'as rien. Donc, là, l'affaire, c'est qu'à l'attaque, ils ont Quentin Musty, Philippe Bystedt, Igor Chernyshov, Kasper Altunen, Thomas Bordelot, Carson Wentz, puis Todd Smith et Celebrity qui sont déjà dans la Ligue nationale. Ouais. Donc, là-dedans, dans tous ces attaquants-là, une des choses que je remarque beaucoup, c'est le talent offensif est là, mais le grit qu'on appelle. La robustesse. La robustesse est moins là. Fait que j'irais vraiment avec une surprise en prenant Roger McQueen numéro 2. Pourquoi? Parce que dans la philosophie de San Jose, ça a tout le temps été l'importance des centres. On a vu, dans le temps, c'était Thornton, Pavelski, Earl, Logan Couture. Donc, c'était des centres que tu avais avec San Jose. Puis je pense qu'eux, ils voudront recréer la même affaire en allant Celebrity, Smith, McQueen. C'est très bien pensé. Moi, je pense que exactement dans la même portée, peut-être Martin, si tu veux être un petit peu plus... Sauf que ça reste un ailier droit, donc c'est sûr que un Roger McQueen qui a le potentiel de jouer au centre pourrait être intéressant, là, vraiment. Et rien n'empêche aussi que McQueen retourne à l'aile pour le début parce qu'il reste qu'il y a eu des blessures dans le dos. C'est ça. Donc, c'est ça qu'au début, ils vont probablement le mettre à l'aile, mais imaginez 3 centres dominant comme ça à San Jose, bonne chance de jouer contre les Sharks dans quelques années. Là. Oui, clairement. Puis c'est sûr que Martin est peut-être plus productif en ce moment, mais est-ce que ça va se transposer dans la Ligue nationale? Prochain pick, on parle de Chicago, les éternels
perdant dans cette histoire-là, en fait. Il se ramasse quatrième Correct, au ça. lieu de deuxième. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, moi, je suis pas déçu de ça. Ah, mais je pense que j'en connais un qui serait un peu déçu. Là. Tu sais, on le voit un peu, les mimes là, de Bédard là, qui pleure au banc. Là. En tout cas, c'est Correct. assez difficile à comprendre la stratégie de Chicago. Mais Chicago, cette année, si je ne me trompe pas, ils ont au moins 2 choix pour l'instant. Donc, on le choix, évidemment, leur propre choix. Et ils ont aussi le choix de Toronto. Pour l'instant. Toronto risque de faire les séries, risque de se rendre loin. Donc, ils vont avoir vraiment ce choix-là. Ils ne peuvent plus se tromper, là. Il leur faut quelqu'un pour jouer avec Bédard. Là. Je ne peux pas croire qu'ils vont reprendre un autre défenseur. Non, ils vont prendre un attaquant parce qu'à niveau de la défensive, que ce soit les Korchinski, les Lefuna, Sam Renzel, qu'on connaît un peu moins, mais qui est très, très efficace, avec Vlasic qui est déjà dans la Ligue nationale, je ne vois pas comment les Blackhawks ne peuvent pas passer à côté d'un attaquant. Là, lequel choisir? Ouais, c'est ça, un gros. Fait que moi, j'irais chercher Porter Martin. C'est là où il devient vraiment essentiel pour la reconstruction de Chicago. C'est un attaquant qui est capable justement de créer de l'offensive avec son corps, qui a du chien, capable d'aller déranger l'adversaire. Il se compare même lui-même au prochain Matthew Tkachuk. Donc, ça reste que c'est un gars qui n'a pas peur de salir le nez puis pouvoir ouvrir quand même, sans produire nécessairement, ouvrir l'espace à Connor Bedard. Ouvrir les lignes de passe, les lignes de tir, parce que c'est sûr que quand tu as Martin sur la glace, bonne chance de surveiller et Bédard et lui en même temps et d'avoir une couverture serrée. C'est ça. Tu viens de donner 2 opportunités, donc tu donnes plus d'espace à un Connor Bedard pour faire ce qu'il a besoin de faire, tout simplement. Exactement. Puis en même temps, c'est parfait. Puis c'est un ailier droit. Il n'y aura pas de compétition à vouloir jouer centre. C'est excellent. C'est ça qu'on a besoin. Puis maintenant, Seattle. Il y en a déjà d'autres centres aussi, je pense. Oui. Effectivement, c'est comme. Bon, c'est un peu mince, pas nécessairement. Je ne m'attends pas à ce que Frank Nazar soit le meilleur gars pour ça, là, à long terme, là, ou que d'autres prennent leur place. Mais au pire, ils peuvent aller les chercher via des échanges ou via le marché des joueurs autonomes pour combler le reste. Moi, ce numéro 5-là, dans le repêchage de cette année, c'est un des choix vraiment intéressants parce que je pense que ça va faire la coupe entre le top puis toutes les autres qui sont vraiment plus similaires. Seattle ont déjà leur centre en Shane Wright. Ils mettent beaucoup d'espoir en Shane Wright, on s'entend. Qui, toi, tu penses que cette fois-ci vont aller chercher? Moi, si je veux faire un splash ou comme on a dit, un hot take qu'on appelle, là, une déclaration choc. Pour moi, ce ne sera pas James Elgin qui va être sélectionné avec le choix de Seattle. Ce sera Anton Frondel. Et je m'explique. Wow. C'est un attaquant qui est capable de jouer aux 3 positions. Ailier gauche, ailier droit, centre. C'est rare, ça. C'est un joueur qui sait jouer dans les 2 sens, qui a de la vitesse. Peut-être un talent offensif un peu mystérieux parce que ça reste que son talent est très en séquence. Il joue en séquence. C'est un type de joueur qui produit en séquence. Comme dans ses 5 derniers matchs, il a 10 points, mais pendant les 5 autres avant, il n'a pas produit. Ouais. Donc, c'est le type de joueur. Puis, de toute façon, avec Beniers, Catton, avec Wright, avec... Ouais. Même, on peut penser à des gars comme Rakoff qui joue avec Martin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un franc-tireur monstrueux. Tu as Furcus, Goyette. Ah oui, Furcus, tu as aussi un gars que les gens connaissent un peu moins parce qu'il il était discret dans le WHL, mais c'est un joueur qui est quand même qui est intéressant au niveau offensif, Clark Caswell. Et tu as Edouard Charlet. Donc, tu vas avoir une attaque qui, justement, basée sur la vitesse. Fait qu'un Anton Frondel, ça vient vraiment compléter un set d'attaquants, je m'excuse pour l'anglicisme, mais un mix d'attaquants, qu'on veut prendre l'expression du Canadien. C'est ça qui va créer vraiment de la compétition au niveau des ailiers. Puis, étant donné qu'il est tellement polyvalent que des fois, un soir, tu peux le mettre avec Wright et le faire jouer contre les meilleurs éléments adverses. Puis le lendemain, mettre avec Beniers, puis pouvoir attaquer plus fort. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant avec Frondel. Tout à fait, j'aime ça. On va passer au prochain, parce que là, on en a quand même pas mal. Hein? On a 17. Fait que prochain, c'est les Sabres de Buffalo.
Les Sabres de Buffalo vont se tromper encore une fois, comme d'habitude, mais si jamais ils ne se trompent pas, est-ce qu'ils prennent James Higgins? Est-ce qu'ils se prennent Caleb Desnoyers ou même un Victor Eklund? Là, j'ai l'impression que la problématique des Sabres, c'est la grosseur, c'est la grit, c'est les gars, tu sais, ils sont tous pareils. Là. C'est tous des Benson, c'est tous des gars qui sont comme similaires en termes de style de jeu. Là, il faut quelque chose pour changer ça. Là. Est-ce que c'est un James Higgins? Est-ce que c'est un Desnoyers? D'après toi, Noah? Étant donné que c'est les Sabres de Buffalo, on peut s'attendre à tout. On pourrait avoir James Higgins qui glisse jusqu'à là, ce qui serait le choix logique que Buffalo ferait. Cependant, si on veut encore y aller un peu du champ gauche, il y a un défenseur droitier très intéressant que le monde parle de plus en plus, Radim Mertka, qui fait parler beaucoup de lui. Puis on sait qu'à Buffalo, à part, on a 3 monstres à gaucher, en Byron, Dallin et Power. Mais à droite, t'as rien. T'as Kepler et t'as Komarov, qu'on sait que c'est 2 gars qui vont probablement jouer soit 5, soit 6. Donc, là, moi, je dirais, le champ gauche, le choix moins logique, ce serait de prendre Meterka là, mais en toute connaissance de cause, ce que Buffalo va faire, c'est encore prendre un centre qui est quand même assez reconnu là, dans le monde du hockey. Je pense que tout le monde s'entend que James Higgins, c'est quand même pas un pied de série non plus. Donc, je pense que le choix évident à ce moment-là, c'est de prendre James Higgins et au pire de l'échanger contre quelque chose, probablement un défenseur droitier. Moi, je vais me permettre un hot take, là, parce que Ced, il l'a dit avant, mais en prenant James Higgins, il se trompe encore. Parce que moi, on dit qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont vraiment pas besoin de ça. Exact. En tout cas, dans le cas des Sabres, là, prendre le meilleur joueur disponible qui a la meilleure valeur disponible, c'est pas une bonne idée parce que tout leur échange, c'est de la merde. Ils perdent souvent au change, oui, effectivement. Fait que, tu sais, je veux dire, si c'est ça ton idée, non. Je pense que, en tout cas, je pense que Radim, il serait une meilleure option pour eux. Là. Il viendrait compléter beaucoup mieux l'équipe. Puis, en tout cas, pardonnez-moi si je me trompe ou reprenez-moi si je me trompe, mais rendu là, on est à un repêchage de besoin, mais plus qu'à un repêchage de talent. Là. Oui. Un peu plus. Mais je reste persuadé qu'il prendrait Higgins pareil. Fait que je pense que tu as raison. Oui. Mais comme Utah ont fait au repêchage de Reinbacker pour le Canadien, tout de suite après, c'était autour de Utah, donc anciennement les Coyotes, avaient choisi Simachev, grand bonhomme, grand défenseur. Fait que ça fait du sens qu'un Mertka, défenseur droitier, 6 pieds 6, gros bonhomme qui a du plomb puis tout. Ça fait du sens. Ça fait du sens qu'il soit à cette position-là. Là, on va avoir 3 choix back-à-back. Là. Je vais faire Philadelphie, Anaheim, New York Islanders. Là, on peut quasiment mélanger, mais j'ai l'impression, là, je vais me permettre un choix là, parce que Philadelphie, moi, j'ai l'impression qu'il irait avec un gros gars comme Caleb Desnoyers. J'ai l'impression qu'il irait avec un gros bonhomme qui fit dans leur mentalité, si on veut, puis aussi qui fitterait bien avec un Mishkov, qui, lui, c'est un sniper. Là. Ouais, puis c'est ce que je pensais aussi. Je pense que Desnoyers, en plus, la connexion avec québécoise avec Daniel Brière, je pense qu'ils vont quand même bien s'entendre. Puis aussi avec ça représente pas mal, Caleb Desnoyers, ça ressemble pas mal au chant de couturier qu'on voyait dans le temps. Puis je pense que c'est la suite logique, comme disait Julien tantôt, c'est d'avoir après avoir chant de couturier, ça va être Caleb Desnoyers. Donc, son frère il a passé dans l'organisation de Philadelphie. Imagine, il a même calé, j'aimerais ça jouer avec mon frère. Pas dit nécessairement, j'aimerais ça jouer à Philadelphie, mais c'est je ne sais plus exactement la profondeur au centre de Philadelphie, mais pensez juste que vous avez affronté Caleb Desnoyers puis Jet Luchenko à toutes les matchs quand vous jouez contre eux. C'est fatigant. C'est très fatigant. Effectivement, ça va commencer à être un peu plus intense. Mais il n'y a pas beaucoup de centres. Du sens qu'il y a Barkley qui joue avec les Knights de London, mais qui est un gars qui est... Correct. Ouais. C'est ça, c'est correct. Ça fera probablement jamais un joueur de Ligue nationale. Puis Ruonen, qui n'est pas un vilain joueur, mais qui est comme un peu Oliver Kapanen. Okay. C'est ça. Il leur en manque encore un. C'est ça. Exactement. Il en manque.
Un Caleb Desnoyers, ça ferait pas de tort. Ensuite de ça, Anaheim, qui se fait longtemps qu'il repêchait top 5, top 6, top. Là, ils sont vraiment en 8e. En 8e position, là, il commence à avoir beaucoup de choix intéressants. As-tu l'impression qu'ils vont y aller encore avec l'attaque? Ben oui, parce qu'en défensive, sont comblés, du sens que tu as Mintukov, Zellweger, Lacombe, Solberg, Luno, Warrens, Hens. Tu sais, Ils sont équipés. Là. La seule affaire qui pourrait être surprenant, que je ne penserais pas d'un coup que Meterka est parti à Buffalo, je pense que ça serait une option, mais je pense qu'ils vont y aller avec Victor Eklund, du sens qu'ils ont déjà les McTavish, Léo Carlson, Cotter Gauthier, Beckett Seneca, tous des gars à gros format, avec Nathan Gaucher, si on veut l'ajouter dans le mix. Tu sais, t'as Zegras, qui est peut-être un gars moins robuste, mais tu n'as plus besoin d'avoir cette robustesse-là avec le choix de 8e de Anaheim. Fait que je pense que Victor Eklund, un jeune joueur offensif, puis je pense que c'est un choix assez évident, là, je pense. Est-ce que le rêve inespéré du côté d'Anaheim, ce serait pas que Higgins glisse jusqu'à eux? Oui, ce serait le rêve, ce serait qu'il glisse jusqu'à là, mais ça n'arrivera pas. Je pense qu'il y a une équipe qui va sauter dessus à bien avant. Rendu 8, c'est ça. Je pense aussi, mais. Niveau talent. Tu as bien raison. Les Highlanders, eux autres, ils sont un peu. Je ne sais jamais comment les prendre parce qu'ils font toutes sortes de moves un petit peu étranges. Commence à être une équipe vieillissante. En 9e position, les Highlanders choisissent. Ben, le choix, tu sais, la suite logique, ce serait de prendre Radim Meterka. Je pense que les Highlanders, ils ont juste pas de défense en avenir. Ils ont juste rien. Ils ont Noah Dobson. Surtout pour mais que Noah Dobson est sur le marché. Fait que là, hein? C'est ça. Tu sais, à la défensive, tu as Odius, tu as George, tu as Bolduc, mais c'est pas des défenseurs. Les gars, c'est pas compliqué, là. Les Highlanders s'en vont chercher McKenna, s'en vont chercher Dupont. Eux autres, c'est les 2 prochains drafts, c'est leur draft à eux autres. Ce serait leur idéal, en tout cas, ça, c'est sûr. Pour reconstruire, exactement. En tout cas, ce serait la chose logique à faire aussi. À un moment donné, c'est beau essayer de faire les séries, jamais se rendre. Mais là, c'est quoi recommencer? Là? On recommence, il faut le faire. Est-ce qu'ils vont avoir le guts de le faire? Je ne le sais pas. Mais en allant chercher un gars comme Radim Meterka, il se prépare pour l'avenir parce que c'est un gars qui va prendre du temps avant d'arriver dans la Ligue nationale. Mais ça va être un gars qui pourrait avoir tout un impact. Là. Un peu comme avec les Bruins, là, sont allés chercher les tourneaux. Oui, exactement. Ce qui est un autre projet, effectivement. Alors, suite à ça, Saint-Louis, en 10e position, vont choisir pour finaliser le top 10. Je pense que ça va être Leiden Lajkovic. Pourquoi? On va voir, au niveau de l'attaque, tu as Neighbors, tu as Bolduc, Snuggerud, Yeko, Koss et Korotti, qui sont vraiment tes tops espoirs. Là. Mais là-dedans, tu n'as pas de grit. Puis surtout, tu n'as pas de robustesse. Puis quand tu penses que tes 2 superstars, c'est Robert Thomas puis Jordan Kyrou, c'est pas des gars qui sont physiques pour 2 scènes. Fait que là, tu vas rajouter Lakovic, qui est un attaquant qui a du 16, qui a de la grandeur, qui est rapide, qui a quand même des mains, on va dire, limitées là, pour un choix de top 10, mais ça reste que tu le mets avec Kyrou puis Thomas, je pense qu'il va avoir des mains rendues là. Ouais. C'est le genre de joueur. Il y a quand même une shot, là. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que, il est peut-être pas capable de déjouer comme pourrait le faire un Eklund, mettons, là, mais si tu le mets dans une position gagnante, ça peut être très intéressant. Là. Ensuite de ça, on va avoir Boston. Boston qui, finalement, ont leur choix de repêchage et vont repêcher à la position 11 un choix. Moi, je crois que ça va être ça. Est-ce que ça peut être autre chose? Tu me donneras une autre option, si tu veux. Carter Bear. Pas sûr de ça à Boston parce qu'en défensive et en gardien de but, c'est le néant. Oui, c'est clair. Quand j'appelle ça le néant, il n'y a pas un espoir qui est même proche de faire être 6e défenseur. Puis au niveau de l'attaque, tu as un gars comme Mathieu Poitras que je pense qu'il est déjà établi là-bas. Tu as Fabien Lysel, tu as Dean Letourneau qui sont 2 projets, mais ça reste quand même un gars en attaque plus jeune. Où est la grit, Noah? La grit, tu vas aller chercher, selon moi, avec un gars peut-être qui n'est pas trop connu, en fait, du monde des recruteurs, mais Jackson Smith.
Pourquoi Ok. Jackson Smith? C'est un défenseur gaucher ultra mobile, pourra remplacer un peu ou complémenter un gars comme Charlie McAvoy. Tu sais, tu as Hampus Lindholm qui est déjà là, mais Hampus Lindholm, on sait très bien que c'est pas un défenseur numéro 1, même numéro 2. Commence Fait à vieillir aussi, mon Noah. Hein? ouais, il est plus jeune non plus, Hampus Lindholm. Fait rajouter un gars comme Jackson Smith, qui est vraiment là, ça va être la pierre angulaire de la défensive à Boston parce qu'il n'y a plus rien après. Là. Puis, Je pense que c'est le choix logique serait Jackson Smith, mais je n'haïs pas Carter Bear. J'haïs vraiment C'est pas un bon Carter choix Bear. à cette position-là, mais c'est moi, effectivement, je si trouve tu y ça. vas selon ton besoin, ouais. Ben, justement, moi, je trouve ça drôle parce que si tu vas selon ton besoin, j'aurais tendance à dire que Boston serait bien plus attiré vers Jake O'Brien que Carter Bear. Mais ça, Ah, c'est. peut-être. Ouais, Au niveau peut-être du aussi. style de jeu, je pense que Ouais. l'organisation des Blues de Boston préférerait avoir le style de jeu à Jake O'Brien. C'est mon impression là, de ce que je vois jusqu'à maintenant. Sauf que on s'entend qu'ils ne se trompent pas avec les trois à ce rang-là. Les Non. trois gars qu'on a nommés à Non, ce ils ont rang-là, des- les Blues de Boston ne sont pas trompés. Exact. Puis s'ils conservent Pasternak, ça ferait du sens aussi. Fait que, tu sais, ça pourrait être un truc intéressant. Là, on arrive au choix qu'on attend tous, le Canadien de Montréal en 12e position. Ben là s'il reste Carter Bear, puis Jake O'Brien, puis il reste des centres, est-ce qu'on va le chercher, notre centre? Ben, je pense que le choix logique serait d'aller chercher un centre. Puis je pense que Carter Bear, pour moi, c'est pour ça que. Pas que je voulais le garder, mais du sens que c'est un gars qui fitterait, je pense, le mieux avec le Canadien. Puis je pense qu'avec son offensive, quoique je pense quand même que Landon Dupont est pour une grande cause de sa productivité cette année. Ouais. Je pense que c'est un attaquant qui va pouvoir arriver dans un top 6 puis avoir vraiment un impact considérable pour le Canadien. Je ne parle pas d'un gars qui va planter 90 points par année non plus sur une deuxième ligne, mais je pense que le Canadien va ressembler pas mal aux Stars de Dallas dans le sens que tu vas avoir 3 lignes offensives dominantes qui est capable, 3 deuxièmes trios. C'est d'avoir 3 trios que quand tu les envoies, tu te dis ouf. Si c'est pas le trio de Suzuki, ça va être le trio de H ou sinon ça va être le trio de Bear. Ça risque d'être un pattern qui risque d'arriver souvent. Puis avec la défensive de malade qui s'en vient avec les Rennbacher, les Engstrom et compagnie, avec Hudson et Goulet, je pense que le choix est assez logique d'aller chercher Carter Bear à ce rang. Ouais, puis tu sais, il pourrait être intéressé par Jake O'Brien aussi, plus gros, plus grand, pour remplacer un certain Kirby Dack qui, lui, n'est pas le centre espéré. Si on conserve Kirby Dack, ça reste qu'il va jouer à l'aile. Là. S'il joue à l'aile, ça veut dire que c'est un centre qu'on a besoin, mais si on n'est pas sûr encore, puis il décide de le faire jouer à l'aile du troisième centre, en tout cas, plein de choses peuvent arriver, ben là, à ce moment-là, il y aurait un trou, effectivement, à l'aile ou au centre, puis Carter Bear est capable de faire les deux, fait que c'est parfait. C'est parfait. Moi, j'approuve. En plus, c'est gaucher. Exact. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. 13e position, la position que personne veut être. Utah. Donc, c'est un peu le no man's land. Puis c'est un peu difficile à choisir, mais rendu là, tu prends comme le meilleur qui reste. On n'a pas encore choisi un Jake O'Brien. On a un certain Logan Hensler qui est disponible comme défenseur droitier. Il y a des gars de champ gauche. On peut avoir même un Carbonneau. Un certain Carbonneau pourrait être intéressant. Utah ont l'habitude de repêcher dans la Ligue junior québécoise. Ouais, mais pour Utah, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est évident. Je pense que c'est des joueurs de caractère qu'on va chercher chez Utah. Dans le sens que, en connaissant un peu, tu as Josh Doan, le fils de Jaron Gidla, Tijan Gidla, Cole Baudouin, Dylan Gunter. C'est tous des gars qui, on le savait, qui avaient quand même un certain leadership. Puis le choix qui est vraiment, je pense, au niveau du leadership, là, celui qu'on sait tous qui est un capitaine dans l'âme, c'est Malcolm Spence. Puis je pense que Malcolm Spence va se retrouver à Utah. Je pense que c'est le choix qui est le plus évident, je pense, dans le repêchage. Puis Malcolm Spence à Utah, pour moi, c'est évident. Ça fit. Le fit est parfait. Mais tant mieux pour eux autres s'ils peuvent l'avoir parce que ça reste un gars qui devrait être disponible rendu à ce rang de repêchage. Ottawa, par contre, eux se ramassent 14e, donc un petit peu mieux que l'année passée. Ottawa, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs besoins qui semblent être criants d'un peu partout, entre autres au niveau du leadership? En tout cas, avec Ottawa, qu'est-ce qu'ils font, eux, Noah? Est-ce que tu as une idée? Ben, écoute, les top joueurs,
On le sait tous, là, Brady Tkachuk, Tim Stützle, Jake Sanderson, mais je pense qu'un gars qui viendrait stabiliser une défensive, Logan Hensler, je sais qu'il a baissé dans les rangs, mais ça reste que c'est un défenseur ultra efficace défensivement. C'est un gars qui a quand même 6 pieds 2, déjà 200 livres, c'est un late. Mais ça reste que c'est un défenseur ultra mobile pour sa taille, a quand même un tir intéressant. Puis c'est un gars qui vient de stabiliser une défense. Tu sais, le partenaire de Logan Hensler, je fais tout le temps la joke, mais c'est le gars le plus chanceux de Wisconsin parce qu'il joue avec le gars où tu sais que même si tu fais une erreur, tu vas pas avoir l'air d'un touriste non plus. Justement, est-ce qu'un gars comme Logan Hensler pourrait venir stabiliser un gars qui a plus de lacunes, plus de difficultés, comme un Thomas Chabot, admettons, tu sais, puis venir permettre vraiment enfin d'atteindre son plein potentiel à Thomas Chabot, parce que là, il peut se laisser aller. Bas, il y a beaucoup de hauts et de bas. J'ai l'impression que ça pourrait devenir une maudite belle addition. C'est un bon point. S'il est encore là. Ouais, s'il est encore là, c'est surtout ça. Mais sinon, ça va être Sanderson, mais bon. Ouais. Ben c'est ça, mais tu sais, on sait que Yakemchuk risque d'être un défenseur futur offensif avec les sénateurs d'Ottawa. Tu dis un 1-2 punch avec Logan Hensler, ça risque de pas être mauvais non plus, comme on voyait à Saint-Louis avec Pietrangelo et Parayko. Bonne chance pour entrer du côté droit de puis là, garde extrapolé, là, supposons qu'il garde tout le monde, là, ça se développe tranquillement pas vite. Tu tombes avec une paire de Sanderson, Yakemchuk, puis une paire de Chabot, Hensler. Écoute, là, oui, il y a un gros gap d'âge entre les gauchers et les droitiers. À défense, c'est correct. Écoute, là, ça pourrait très bien être dévastateur dans l'avenir aussi. Ah ouais, tout à fait. Fait que là, les Pittsburgh ont un deuxième choix. On est rendu en 15e position. On arrive proche du choix de Calgary là, pour le Canadien. Mais Pittsburgh ont choisi, évidemment, Misa en deuxième rang. Qui choisissent-ils comme deuxième choix? Donc, un corps en attaque ou on y va à la défense? Moi, j'irais encore avec l'attaque. Je pense que, là, je pense que Jake O'Brien fit très bien avec le deuxième choix, avec Pittsburgh. Pittsburgh se ramasserait avec deux centres. Deux centres de bonne qualité. Puis là, tu viendrais de refaire ta ligne de centre sur un moyen temps. Puis je pense que rendu là, Jake O'Brien, c'est un excellent choix. La continuité du duo Crosby-Malkin. Exactement. Ça serait phénoménal pour eux. Tu n'as aucune raison de ne pas prendre Jake O'Brien rendu là parce que justement, tu as tes deux gars plus vieux qui vont s'en aller, puis c'est par la ligne de centre que tu veux rebâtir ton attaque. Jake O'Brien, c'est un deuxième centre. Michael Misa, c'est un premier centre. Fait que tu n'as pas de chicane. Les deux savent leur rôle, puis ça serait parfait. On s'entend que ça serait vraiment un coup de circuit pour les Penguins de Pittsburgh s'ils peuvent réussir à atteindre ça au draft cette année. Wow. Comme l'année passée, San Jose ont été chercher Celebrini et ont été chercher Dickinson. Moi, personnellement, c'était les gagnants de ce draft-là. Pour la première ronde, là, à ce moment-là, Pittsburgh deviendrait pas mal mes gagnants. Là, même si Nashville avec un Schaefer, ça reste quand même extrêmement bon, là, on s'entend. Mais finalement, on va avoir Vancouver qui ne feront pas les séries cette année, ça a l'air. Donc, qu'est-ce qu'ils vont aller repêcher pour potentiellement perdre un Pettersson? Et comme ils ont déjà perdu JT Miller, est-ce qu'ils y vont à l'attaque ou à la défense? Ça va être à l'attaque, selon moi. Pas que Vancouver je pense pas qu'ils n'ont pas de lacunes, mais je pense que rendu là, on le sait qu'à la défensive, tu as déjà Quinn Hughes qui est là, qui est établi. Tu as Tom Willander qui devrait arriver. Tu as l'autre Elias Pettersson qui joue déjà dans la Ligue nationale, qui reste d'être un 6 ou peut-être un 5 là, au maximum. Fait que, du côté de la défensive, je ne m'inquiète pas présentement. Là, c'est là où je m'attends. J'ai des problèmes. Je pense qu'en attaque, simplement d'avoir l'Eteri Maki, c'est mince. C'est mince. Puis moi, je pense qu'on va y aller un peu un gars, un genre de l'équivalent de Cole Caulfield de cette année. Je pense que Cameron Smith, qui joue à Vancouver en plus, un petit attaquant de 5 pieds 7, il y a vraiment, je pense, un peu le profil de Connor Garland, qui joue à Vancouver présentement, mais d'avoir son remplaçant à long terme, d'avoir un gars justement qui vient de Vancouver, qui joue à Vancouver. Je pense que c'est un choix qui semble logique. Un gars qui est capable de marquer des buts, capable de faire des passes. C'est un bon attaquant offensif qui va apprendre à jouer
avec sa tête dans le national. C'est un risque à prendre, mais je pense que rendu là, Vancouver, ils n'ont rien à perdre, surtout quand tu sais que Terry McKay risque de faire la Ligue nationale de l'année prochaine. Il faut son remplaçant. Il faut avoir un autre prospect de cette qualité-là. Fait que là, tu nous laisses un beau petit joyau pour le Canadien à ce moment-là. Il y a comme il y a 3 gars, je pense. Je le sais, mais moi, en tant que Québécois, je fais des farces, là, mais c'est vrai, là, je pense que j'ai un petit faible pour un certain Carbonneau. Qui irais-tu? C'est qui les 3 choix que tu choisirais? Ben, moi, je suis vraiment à partir de ce rang-là, pour moi, c'est vraiment difficile parce que je sais que Carbonneau, c'est québécois, il est super bon, je l'aime beaucoup, mais il y a comme 2 autres gars que je trouve vraiment impressionnants. Benjamin Kindle, personne n'en parle. Je m'excuse, là, mais c'est probablement... 5 pieds 10. Il est 5 pieds 10, mais il a 91 points en 55 games. Puis on parle d'un gars qui va être repêché en dehors du top 15. Juste vous donner une idée. C'est un attaquant offensif qui est capable de tout faire. Il est responsable. Je comprends pas comment il sort aussi loin. C'est comme un Zach Benson. C'est comme le Zach Benson de l'année de 2 ans là, qui est sorti loin. Là, il est sorti loin, mais il était quand même top 15, Benson, si je me rappelle. Benjamin Kindle ne sortira pas top 15. Puis c'est ça qui m'attriste parce que c'est un défenseur. Mais c'est un attaquant que moi, personnellement, je sélectionnerais même au niveau de talent, top 10. Là. C'est un attaquant qui est ultra efficace en plus. Donc, je pense que pour moi, puis ça, c'est pour moi, je pense que c'est le gars qu'on devrait aller chercher. Mais Justin Carbonneau, si on va le chercher, écoute, pour moi, il n'y a aucun problème. L'autre gars que je n'étais pas sûr qu'il serait disponible, mais que c'est vraiment mon 3e choix, puis vraiment de loin, c'est Brandon Coots. Brandon Coots, moi, je l'aime bien. Ouais, il sort un peu nulle part. Même moi, quand au Challenger, au Défi des Espoirs, il était là comme centre de 4e trio contre les Américains. Je me demandais c'était qui. Du sens que c'était pas un joueur qu'on remarque vraiment sur la patinoire, mais tu sais, c'est le genre le Jet Luchenko de cette année. Tu sais, le petit centre, tu sais, vraiment polyvalent. Tu te dis, c'est le Nate Danielson, si vous voulez, là, du repêchage. Puis tu te demandes, tu sais, ça peut être intéressant. Tu sais, c'est un autre centre droitier, là, vous allez me dire si on en a assez. Là. Ça va être correct. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que je dis comme c'est un choix sûr. C'est ça que je dis. Cependant, est-ce qu'on veut y aller dans la sûreté ou on veut aller dans un coup un peu plus osé? Mais tu sais, c'est pas bête non plus parce que tu peux le jumeler facilement avec un Michael Hage, ce genre de joueur-là. Puis ça vient automatiquement balancer l'attaque et la défense là, parce que c'est un gars qui va être responsable défensivement aussi. C'est sûr qu'il c'est un gars de 6 pieds, 185 livres. C'est correct. C'est pas Justin Carbonneau à 6 pieds 1, 200 livres qui rentre comme un train. Mais en même temps, oui, effectivement, c'est un gars qui est plus safe. Moi, je pousse le raisonnement parce que je suis un peu comme Ced là-dessus. Je pense que j'ai un petit parti pris du côté de Carbonneau, mais là, j'ai écouté ton argumentaire, Noah, pour les autres joueurs. Là, je me questionne à savoir si on se ramène aux besoins de l'équipe au niveau de ces 3 gars-là, est-ce que c'est pas justement Justin Carbonneau qui fit à la perfection sur ce que tu as besoin de remplacer ou d'ajouter à ton organisation en étant un power forward qui va venir jouer à droite, qui va venir faire le remplacement, la suite logique de gars comme Anderson ou Gallagher même. Gallagher, oui. Parce que Gallagher, il avait beau être petit, il fait ce job-là pareil. Oui, c'est vrai. Est-ce que Carbonneau ne pourrait pas devenir notre prochain Gallagher québécois qui va se tenir devant le filet, qui va ramasser ses garbage goals, puis qui va justement, dans le fond, là, aller donner cet espace-là à nos joueurs de talent qu'on a déjà, dans le fond. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, c'est sûr que c'est le choix, je dirais... Logique, là. Logique, c'est du sens que je ne serais pas déçu que Justin Carbonneau vienne à Montréal. Là. Je suis loin de là. Puis, mettez-moi pas des mots dans la bouche. C'est pas que je veux pas Justin Carbonneau à Montréal. Cependant, c'est
l'upside que tu vas avoir avec un Benjamin Kindle, que je comprends pas encore comment les gens ne peuvent pas parler de lui, c'est impressionnant de le voir aller. Puis c'est pas, tu sais, je donne tout le temps le comparatif de Benjamin Kindle. C'est un peu une moins bonne version de Mitch Marner, là. C'est vraiment, mais c'est Mitch Marner, il y a du talent qui sort, ça n'a pas de bon sens, là. Puis, tu sais, est-ce que là, après ça, c'est se poser la question, qu'est-ce qui est le mieux pour l'organisation? Tu sais, est-ce que tu te dis, je ne vais pas échanger peut-être 2 espoirs? Tu sais, oubliez pas qu'on va peut-être avoir un 3e choix de première ronde. Ouais, peut-être que ce 3e choix-là, on va aller chercher Bill Zonon, puis on a réglé le problème. Oui. C'est ça l'affaire. C'est là que tu me devances, dans le fond, un petit peu, Noah, je m'en allais avec cette question-là, exactement. Tu sais, est-ce que ça pourrait devenir intéressant pour le Canadien en tout cas, est-ce que, justement, Kindle ne pourrait pas être une cible du Canadien, un peu comme Michael H. l'était l'an passé, puis qu'on pourrait ne pas être surpris lors du draft si Kindle descend, même si on a fait le choix, là, mettons, de Carbonneau auparavant, mais que Kindle descend 22, 23, 24, 25, est-ce qu'on pourrait ne pas avoir la surprise que le Canadien fasse « Hey, nous autres, on va lever la main, on va aller chercher un choix, on va aller chercher ce choix-là, puis on va aller chercher peut-être notre 2e Caulfield là, qui va s'en venir. Peut-être aussi horreur, là, mais tu sais, le 2e profil de petit joueur, prototype petit joueur ultra offensif, tu sais. On va prendre ce risque-là parce qu'on a beaucoup, tu sais, on a la banque de joueurs pour prendre ce risque-là, dans le fond. Ben oui. Exactement. C'est rendu là que tu fais tes essais, justement. C'est rendu là, c'est quand tu es rendu avec un 2e ou un 3e. Regarde Vasilevski, c'était un 2e pick dans le draft pour Tampa Bay. Tu regardes les Stars qui, eux autres aussi, ont fait un peu le même principe quand ils sont allés chercher Jake Ottinger. Puis, en tout cas, c'est ça. Est-ce que c'est un plus gros risque de prendre Philippe Méchard? Ben, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, juste vous donner une idée, je préférerais prendre aujourd'hui, là, au même âge, là, je prends Benjamin Kindle avant Owen Beck et Philippe Méchard. Les deux combinés. Voilà. Fait que tu me fais l'échange. Tu sais, mettons que je suis une équipe fictive, là, je suis la 33e équipe. Je prends Benjamin Kindle, tu m'offres Owen Beck et Philippe Méchard, je dis non merci. Tu sais, c'est ça qui s'est rendu à ce point-là. Donc, est-ce que prendre un guess, une chance à 23, 24, 25 avec un autre choix, prendre Benjamin Kindle, c'est un risque. Oui, c'est un risque, mais le potentiel que Benjamin Kindle a est incroyable. Ouais, c'est ça. Puis même en étant super conscient que mon joueur préféré du repêchage, on ne prendra même pas, c'est Milton Gastrin. Même à ça, je prendrais Kindle avant Gastrin, juste parce qu'il y a le potentiel. Puis si on pense de risque, parce que là, évidemment, il y a un jeu de qu'est-ce que tu prends avant, évidemment. Là, c'est ça qui est intéressant. C'est là que j'ai hâte de voir que le Canadien, qu'est-ce qu'ils vont prendre. Le premier choix du Canadien va dicter probablement les 2 autres. C'est là que nous, on va aller voir les highlights de ce jeune homme pour voir exactement de quoi tu parles, mon Noah. Exact. Merci beaucoup, c'était bien le fun. Puis on se reparle la semaine prochaine, la gang, pour ceux qui nous écoutent en live. Ben, pas en live, mais la journée même, en intégrale. C'est un show d'1h10. Fait que si vous n'avez pas vu le show au complet, c'est parce que vous devez être membre Patreon. Fait qu'on vous invite à devenir membre Patreon, tout simplement sur la chaîne. Merci Noah, merci beaucoup Julien d'avoir été là. On se reparle bientôt. Ciao la gang. Merci. Salut tout le monde. Is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.